Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité dans votre magazine féminin qui reçoit ce jour une grande dame, activiste, femme politique à multiples bras et multiples fonctions sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de Madame Thérèse Kapinga. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci, Maman Suzy. Madame Thérèse Kapinga, l'actualité qui défraie la chronique. Nous sommes là dans la proposition de la loi dite Baou du député national qui a demandé à ce que les élus du peuple puissent légiférer sur le montant de la dot et la durée du fiançailles qui ne doit pas dépasser une année. Un point de vue par rapport à cette proposition de loi. Merci beaucoup, Maman Suzy, par rapport à cette question. C'est une question que je trouve un peu vague, hein, selon mon avis. Parce que les durées de fiançailles à ce jour, ça dépend. Il y a de familles, par moment, qui demandent à ce qui exigent aux fiancés que notre enfant doit d'abord terminer les études avant qu'il puisse se marier. Donc, cela dépend. Si il reste 2 ans pour terminer les études, ou 3 ans, ça dépend maintenant de la famille. Et ils ne peuvent pas exiger là-bas parce que c'est l'entendement entre les deux familles. Il y a aussi tellement qu'on commence à demander un montant très élevé avec des accessoires et tout ça qui avoisine même 5 000, 7 000 $, pour la dot. Et les garçons vont prendre le temps pour essayer un peu de rassembler tout ce montant-là. Vous connaissez au moins les salaires que nous avons ici à Kinshasa, au Congo. Donc quelqu'un ne peut pas avoir un salaire de 5 000 $ pour que 2 mois, 3 mois, il puisse rassembler le montant qu'on lui a demandé. C'est un peu difficile. Et puis les salles de fête aujourd'hui, c'est 2 000 $, 3 000 $. Et tu vas voir que pour organiser un mariage, il faut au moins 15 000 $ au minimum. Et si on doit exiger que les fiançailles puissent faire seulement une année, qui va donner cet argent-là qu'on demande là? Qui va combler ou aider aux garçons afin qu'ils puissent terminer avec la dot? Et pour le député, la dot ne doit être versée qu'à un montant de 1 million de francs congolais. Est-ce possible? Parce que l'on sait que dans chaque famille, comme vous venez de le dire, le garçon doit se préparer. Les salles des fêtes sont aujourd'hui fixées à des prix trop élevés. La dot elle-même en soi, plusieurs personnes ne s'en sortent pas. Mais maintenant, est-ce possible d'imposer à un parent qui a d'abord sacrifié peut-être toute sa vie pour sa fille, les études, la prise en charge, on l'exige de ne fixer que 1 million de $ suivant l'État, 1 million de francs congolais selon l'État congolais? Bon, quelque part aussi, moi j'approuve cela. J'approuve pourquoi? Parce que dans le temps, la dot, ce n'était pas du matériel, donc ce n'était pas de l'argent. C'était juste des symboles. Donc comme par exemple moi dans notre village, on épousait des femmes, on demandait le câble, comme c'est que le maman porte pour le rhumatisme là. On demandait 50 pièces, 80 pièces, et puis avec le fusil. Donc c'était seulement ça. Et la femme, quand elle va partir, la fille, quand elle va partir au mariage, c'est la famille qui donne les sacs de manioc, les sacs de maïs, de huile et tout ça pour accompagner leur fille au mariage. Mais je ne sais pas d'où est venue cette culture-là de donner de l'argent, beaucoup de casiers de bières, des chaînettes. Vous voyez un peu, c'est comme à l'Est. À l'Est, jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé leur culture de donner des vaches. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. 5 vaches, 4 vaches. Parce que là-bas, c'était l'élevage. Donc, quand on demande 4 vaches, c'est juste, il entre dans sa ferme, la famille prend les vaches, il va donner là-bas. Donc, Maman Thérèse est pour cette fixation de la dot à une somme, selon le député national, l'État congolais, à 1 million de francs congolais. Oui. Moi, je pense que, vous savez, maman, on ne vend pas l'enfant. L'enfant, ce n'est pas... Donc, quand vous avez vos enfants, vos filles, ce ne sont pas des marchandises. C'est juste du symbole que l'enfant est entre maintenant les mains de quelqu'un d'autre.
qui va continuer avec le travail que vous avez commencé à la maison. Vous voyez un peu. Donc, on ne vend pas, ce n'est pas un marchandise à vendre. Et après, il y a aussi des problèmes dans la famille. Maman peut tomber malade, papa peut tomber malade, le gendre peut venir en aide. Vous voyez? Donc, les frères et sœurs de la femme, quand ils ont des problèmes, par moment, ils vont là-bas auprès de leur beau-frère pour solliciter. Et le beau-frère, de bonne foi, il va donner tout ça là. Comme pour dire que le mariage, on paye la dot régulièrement dans différentes circonstances. Alors, on ne peut pas demander à l'enfant d'autrui d'aller chercher 10 000 $ pour venir épouser votre fille. Parce que, comme vous avez scolarisé votre fille là, c'est comme ça aussi, ses parents aussi ont scolarisé aussi leurs garçons. Vous voyez? Donc, pourquoi? Et puis, les mariages d'aujourd'hui, ce ne sont même pas des mariages solides. L'enfant va aller au mariage après que le garçon ait donné tout ce que vous avez demandé là. Il arrive là-bas 2 mois, 3 mois, 6 mois. Des problèmes commencent. La fille quitte le mariage. Et tout ce que le garçon avait déjà engagé comme dépense là, qui va rembourser? Personne. Personne. Mais cette question que vous venez de soulever est encore très cruciale. Hein? Les mariages qui ne durent plus. Est-ce que vous, les mamans, d'un temps bien préparé, avez-vous le temps de le faire pour cette jeune génération qui entre peut-être dans le mariage pour avoir vu une autre personne se marier ou pour avoir été trop attiré par les films? Parce qu'on voit dans des réseaux, hein, les séries télévisées, ça entraîne plusieurs femmes à se lancer dans les mariages, ne sont pas préparées, il suffit d'un petit rien pour divorcer. Justement, c'est là où je voulais aussi en venir. Vous savez, aujourd'hui, les filles sont trop romantiques. Donc, les fondements vraiment du mariage, ça n'existe pas. Quand vous êtes en train de parler avec vos filles, moi, j'encadre beaucoup de filles dans l'ONG. Vous parlez avec eux, ah, maman, on est allé dans le bino, hein. Moi, les maris, ils doivent avoir de l'argent. S'il n'a pas l'argent, moi, je ne viens pas. Le mariage est égal à l'argent. Ah non, c'est la complémentarité dans le mariage. La femme travaille, l'homme travaille. Même dans les temps, quand les femmes pensent que dans les temps, nos mamans étaient seulement des ménagères. Non, du tout. Les mamans allaient au champ, ils travaillaient, ils faisaient les travaux des champs. C'est la contribution pour les mariages. Et d'ailleurs, dans le temps, les papas pouvaient épouser 20 femmes, 30 femmes. Pourquoi? Ça constituait la main-d'œuvre pour lui. Là, il reste dans sa paillote, en train de fumer la pipe et tout ça. Et le soir, toutes ces femmes-là qui étaient parties dans les champs, ils vont cueillir des feuilles de manioc, les manioc, tout ça, les patates douces et tout. Ils amènent, ils vont même à la pêche, ils préparent. Chaque femme va apporter ce qu'elle a préparé pour son mari. Et le mari là, avec ses frères, ses amis, dans sa paillote là, en train de recevoir le dû venant de ses épouses. Et à la fin, au moment des récoltes, c'est l'homme maintenant qui va les récolter, qui va vendre. Pour lui, ça constituait la main d'œuvre. Et les gens d'aujourd'hui, ils pensent que donc, les femmes, le maman étaient là seulement pour faire des enfants et préparer à la maison. Non, les mamans contribuaient. D'ailleurs, c'était eux qui contribuaient. Comme ce que nous voyons aujourd'hui, les petits commerces étaient détenus aujourd'hui par nos mamans qui sont dans la vente de pain, de poissons, tout ça, de manioc et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme dans l'État, rien n'a changé. Seulement que la période... Hein, nous sommes maintenant dans la mondialisation, dans la modernisation, et on voit des choses autrement par rapport à ce que nos mamans faisaient, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des habits, c'est juste des caches-sexes et tout ça, les seins dehors et tout. Mais aujourd'hui, quand même, la femme peut s'habiller décemment pour aller au champ et tout et tout. Donc, c'est seulement la modernisation. Mais le système reste le même. Oh, ce système reste le même. Est-ce que ce n'est pas ce système-là que l'autre député a voulu mettre en exergue en demandant à ceux qu'on puisse officialiser la polygamie en RDC? Il a dit à l'époque, oui, vous venez de le relever, que les femmes constituent une main-d'œuvre pour leurs époux, qui sont, bon, en quelque sorte, leurs entrepreneurs. Hein. La femme, elle va à la pêche, c'est l'homme qui va bien bouffer. La bonne partie, c'est lui. Allez, la femme va cultiver pendant la récolte, c'est lui qui va dispatcher. Ça, vous allez vendre, ça, vous allez garder, ceci. Est-ce que le député n'a pas tort de solliciter que
au Congo démocratique, on reconnaisse officiellement la polygamie? Bon, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la modernisation. Et que la constitution même de notre pays reconnaît qu'un homme avec une femme. Et même la Bible, parce que nous sommes des croyantes, ils disent que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À cela, nous voyons que les écrits nous montrent que la femme doit être seule avec son mari. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dans la vie active. Les hommes, ils ont toujours des maîtresses par-ci, par-là et tout ça en cachette. Même si tu poses la question à ton mari, tu as une femme, il va nier totalement. Moi, j'ai vu une fois un ami à mon mari qui était décédé. Et cet homme-là était vraiment correct avec sa femme, entre guillemets. Quand il sort, il va au travail, il rentre à la maison. 17h, 18h, il est à la maison. S'il veut prendre une bière, il prend sa femme, ils vont s'asseoir au coin et tout. Mais le jour qu'il est décédé, Maman Suzy, la dame était là en train de pleurer son mari. Il voit une autre femme venir avec 4 enfants, identiques avec ses enfants à la maison, pratiquement le même âge. Papa, tout ça là. Et les enfants là, papa. Elle regarde les enfants qu'elle avait à la maison et ces enfants là, il n'y a pas match. Mais quelle était la réaction? Elle a continué à pleurer. Elle n'a pas continué à pleurer, elle est tombée, et elle a perdu connaissance, elle est allée se réveiller à l'hôpital. Et quand on l'a retournée, et quand il s'est réveillé maintenant le jour de l'enterrement, elle n'a même plus pleuré. Elle était là seulement en train d'observer. Donc, parce qu'elle était dépassée, elle ne pouvait pas. Elle se posait la question, quand est-ce que mon mari a fait ses enfants? Parce qu'il était toujours avec moi. Le dimanche, il était. Le député n'a-t-il pas raison de demander ce qu'on officialise carrément? Parce qu'il y a toujours des aides. Des aides, des sous-aides. Ils sont toujours par-ci, par-là. Est-ce qu'on ne peut pas les aider? Même le député là, quand il n'est pas encore député, il est fidèle à son épouse à la maison. Mais le jour quand il est devenu, il a maintenant de moyens, tout ça, il trouve que maintenant cette femme-là qui est à la maison là n'est plus digne de recevoir ses amis et tout ça. Mais les femmes ne sont, les hommes sont plus nombreux par rapport aux femmes, maman Thérèse. Ce sont les femmes qui sont plus nombreuses. Baza pe na droit vite babi basi baza mukie mibali baleki ebele soki ba officialiser loi wana sur la polygamie et quitter moi mukie kozala basi baza ebele ou bien mibali nde baza mibali baza ebele basi baza ebele mibali basi baza ebele mibali baza mukie alors mibali il faut basunga ba o bazwi nanu basungi te ba officialiser wana ezali conception naïe, entendement naïe, mais en toute chose, si vous voulez avoir ça dépend de votre entendement avec votre épouse à la maison. Si elle veut, oui. Si elle ne veut pas, parce qu'on ne va pas la forcer. Les écrits disent qu'une femme avec un homme. Mais si elle veut, parce qu'il y a d'autres couples où la femme ne fait pas des enfants, et le mari sollicite à son épouse que, comme ça fait au moins 10 ans que nous sommes ensemble, tu n'as pas, est-ce que je peux prendre une autre femme et tout? Et ils s'entendent, et la deuxième femme arrive, et elle fait des enfants, et la femme, la première, elle prend ces enfants-là comme si c'était ses propres enfants. Donc ce sont des entendements. Donc on ne peut pas imposer à une personne quelque chose parce que la personne est libre de choisir ou de décider. Elle ne peut pas, on ne peut pas l'imposer. Maman Thérèse, la réaction n'a pas tardé. Nous avons vu la députée nationale, Madame Geneviève Inagossi, qui était également ministre honoraire du genre. Elle s'est levée, demandant la parole, et a sollicité également qu'on puisse légiférer sur la loi sur la polyandrie. Donc, maman pe, akoki kozala pe na mosungi mosusu dans les foyers. Réaction na yo ezandengenini par rapport à polygamie, polyandrie. J'avais suivi ça et j'avais beaucoup rigolé. Vous savez, dans notre culture, ça n'existe pas. Si on doit, c'est quoi aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des cultures à gauche, à droite et tout ça. Parce que, comme en Afrique du Sud par exemple, ça existe. Le week-end, il y a la femme qui va avec son concubin,
il y a l'homme qui va avec sa concubine, ils vont passer les vacances, et les week-ends, et les dimanches soir, ils rentrent. Chacun va raconter, ah non, c'était comme ça, tout ça là. Ça existe. Mais chez nous, ici, ce n'est pas dans notre culture. D'abord, hein, la culture, par exemple, la culture Luba, une femme ne peut pas prendre un autre monsieur à côté, en dehors de son mari. Donc, il y a des Chibaou, elle va mourir. Mais il paraît que le Chibaou là ne réussit plus, maman Thérèse. Bon, ça, je ne sais pas. C'est devenu des histoires pour faire peur aux jeunes filles qui se marient et tout. Ça, je ne sais pas, parce que moi, j'ai vécu des gens qui sont décédés dans la famille parce qu'ils sont allés à côté et quand ils étaient malades et tout ça, ces femmes-là, eux-mêmes, ils ont avoué, non, excusez-moi, j'avais fait ceci, cela et tout ça là. Et puis après, il est parti. Il y a d'autres aussi qui ont avoué avant, on a fait des rituels là et tout ça. Donc, j'ai vu ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses, donc on ne peut pas dire non, comme on ne peut pas aussi dire oui. Parce que, quelque part, ça existe, il y a des preuves, et quelque part aussi, ça n'existe pas. Donc, c'est complexe. Vous voulez qu'on fasse quoi? Que le monde continue à évoluer dans le secret avec la polygamie, que le monde continue à évoluer dans le secret avec la polyandrie, ou qu'on puisse carrément rendre cela officiel. On sait que telle a 4 femmes, on sait que telle dame a 2 messieurs. En tant qu'activiste, là c'est la réponse en tant qu'activiste. Oui, qu'est-ce que c'est vous pourquoi dites? je dis... Dans le cadre de l'équité. En tout cas, pour cela, jusque-là, moi, je m'abstiens. Je n'ai pas une réponse à donner. Mais j'ai vu dans le réseau, je ne sais pas si c'est vrai, une femme à l'Est avec 2 hommes. Donc, et les hommes là étaient en train de témoigner que non, nous aimons tous notre femme, on dort nous 2 ensemble, donc nous 3 sur le même lit et tout. Donc, ils ont officialisé leur polyandrie, vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'ai dit c'est l'entendement entre l'homme et la femme. Ça dépend de ce que vous allez vous dire, comment vous allez convaincre le conjoint ou la conjointe pour que vous puissiez officialiser ce qui est en secret. Oui. Maman Thérèse, vous avez effectué récemment une mission dans le Congo profond. C'était dans le Grand Kasaï, dans le cadre de votre ONG, la Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme, CDHF en sigle. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Parce qu'on le sait et on ne le dira jamais assez, la femme de la base est dans des conditions très précaires. Maman Suzy, je vous dis, je vous assure, j'avais pleuré. J'avais pleuré, pourquoi? La manière dont j'ai vu ces femmes en train de souffrir. Et ils n'ont comme distraction le sexe. Tu vas voir des enfants comme ça. Et ces femmes-là sont en train de faire les champs. Ces femmes, lorsqu'ils ont quelques récoltes, elles mettent ça sur le vélo, un vélo qui vous prend 4 sacs. Donc ils ont un système là, ils ont mis des planches, des tiges là, ils placent un sac comme ça, un autre sac comme ça, un sac devant et l'autre debout. Donc ça fait 4 sacs. Et en dehors de ça, ils ont des manioc, des cossettes de manioc, tout ça là, à côté dans des sachets et tout. Et ils poussent ça au moins 100 km à pied. Des femmes. Ou soit c'est un homme avec une femme, ou bien c'est une femme avec ses enfants, qui poussent comme ça, ils peuvent marcher comme ça pendant même 30 km, pieds nus. Quand ils vont s'épuiser quelque part, ils mettent leur vélo là, ils ont un système de tiges comme ça soutient les vélos. Et ils vont chercher à accueillir quelques bois pour allumer le feu et bouillir le manioc qu'ils ont là, manger avec les enfants. Ils dorment là. Ils dorment là. Souvent, ils vont s'arrêter à côté des rivières pour avoir de l'eau, essayer un peu de se rafraîchir, boire. Et le lendemain, ils boivent cette eau-là des rivières. De l'autre côté, il y a des gens qui se lavent là-bas, qui lavent les habits. Et de ce côté ici, on puise cette eau-là pour boire. Et le lendemain, ils vont encore poursuivre les chemins, si c'est autant de kilomètres. Et ce qui m'avait beaucoup choqué, maman,
ils arrivent là où il y a des péages. Et ces gens-là, ils vont les exiger de payer les sacs là qu'ils ont. Ils ont fixé un montant là, de taxes, que ces femmes-là doivent payer pour ces sacs qu'ils amènent. Et quand ils entrent là-bas, ils vont vendre les sacs de makala là, ou de manioc, le maïs qu'ils ont apporté. Quand ils vendent, tu vois la femme qui achète même un sac de semoule, quelque chose pour ses enfants. Elle prend maintenant ses enfants et les place maintenant sur le vélo. Elle continue maintenant à pousser le vélo pour rentrer encore à 100 km là où elle vient. Et quel genre de plaidoyer vous avez fait pour le changement de cette situation? J'ai eu mal. Donc j'avais filmé tout ça. On a fait pour moi une page magazine que j'ai fait passer à la RTNC2 pendant, je crois, pendant 2 semaines. J'avais payé pour 2 semaines et ça passait en boucle de temps en temps pour que les gens voient un peu là où nous allons. Nous qui sommes sur le terrain, que nous puissions au moins avoir une idée, penser pour ces femmes. Penser pour ces femmes. On ne veut pas aujourd'hui commencer à dire non, nous voulons qu'on nous élise les femmes, 52%. Oui, surtout les politiques, ils attendent la période électorale pour descendre et convaincre les gens. Moi, je suis candidate ici à Kinshasa. Mais je suis allée, parce que je voulais implanter l'ONG dans le Congo profond. Surtout dans les grands Kassai comme je suis de là. Mais c'était déplorable. Et on te voit là, on te voit comme une princesse, comme si tu étais une reine là qui arrive, tu dois distribuer de l'argent. Je dis, mais si moi je dois avoir un sac pour commencer à vous distribuer de l'argent, je ne saurais pas. Parce que le chef de l'État même lui-même, il ne saura pas. Si tous les Congolais doivent se mettre en file chaque matin, il vient là-bas, lui donne, il donne. Personne ne va s'en sortir. C'est que moi je peux vous aider, vous demander de faire, de continuer dans l'agriculture. Je peux vous aider avec des semences et tout ça, pour que vous ne puissiez pas vraiment beaucoup souffrir comme vous le faites maintenant, et chercher à solliciter même des tracteurs auprès du gouvernement, auprès des bailleurs de fonds et tout, pour qu'on puisse vous alléger quand même la tâche. Et puis, à côté de ça, parce que quand vous allez s'aimer, ce n'est pas le lendemain que vous allez récolter. Il faut attendre un bon moment. Donc, vous pouvez apprendre aussi à fabriquer les savons qui peuvent vous aider à nettoyer les habits, à faire des jus et tout, des détergents qui vont vous aider, que vous puissiez vendre. En attendant la récolte, ça peut vous aider à vous nourrir. Oui, maman Thérèse, ce sont quand même des femmes qui se débrouillent parce qu'on sait que l'économie dans le Congo profond continue à être portée par les femmes de toutes les couches de la population. Mais elles sont également des électrices. Bien sûr. Vous êtes candidate potentielle. Et ces femmes-là, est-ce que vous avez essayé un peu de jauger pour savoir si elles ont compris qu'elles devaient aller quand même se faire enrôler et obtenir leur carte d'électeur et avoir un candidat quelconque pour les représenter dans les institutions? Exact. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, dans le Kasaï oriental, j'ai eu à dénicher une dame qui est médecin, que j'ai laissée là-bas comme coordonnatrice provinciale de l'ONG. C'est déjà un chef là-bas. Donc, elle est en train maintenant de travailler avec ces femmes. Et chaque semaine, elle s'est donné une discipline. Chaque lundi, elle va rassembler ces femmes leaders qui sont là-bas, qui ont des groupes, pour essayer de parler avec eux, de les conscientiser. Et pendant que j'étais là, je leur avais demandé d'aller se faire enrôler. Parce que la carte d'électeur, ce n'est pas seulement pour les élections, mais c'est aussi, vous pouvez aller chercher avec le passeport, il faut avoir la carte d'électeur. Si on t'envoie l'argent chez Western Union, il faut présenter la carte d'électeur. Si tu veux voyager, c'est la carte d'électeur. Donc cette carte d'électeur a beaucoup d'importance dans la vie d'une personne. Donc je leur avais demandé de le faire. Je les ai vraiment sensibilisés. Même dans le Kasaï central à Kananga, j'ai fait cela et j'ai quitté de Kananga en véhicule jusqu'à Mbujimaï. Wow. Donc j'ai quitté le mardi, j'ai passé la nuit à la Belle Étoile
Et je suis arrivé en Bujumaï le lendemain à 11h. En tout cas, une grande tournée sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut un peu parler de votre parti, l'ANADEC? Est-ce que le plaidoyer du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, parce que je sais que les CAFCO étaient aussi allés faire le plaidoyer sollicitant que les femmes soient vraiment représentées sur les listes électorales. Oui. Est-ce que ce message a été pris en compte? Ce message a été pris en compte parce que d'abord, le plaidoyer était qu'on puisse exiger que sur la liste des candidats, qu'il y ait des femmes. S'il n'y a pas de femmes, que la liste puisse être non recevable. Mais la CENI et l'Assemblée nationale, ils ont voté cette loi-là pour dire que on donne le droit aux partis politiques d'aligner beaucoup plus de femmes. S'il y a une liste qui a plus de femmes, cette liste-là ne va pas payer la caution. Donc c'est pour inciter aussi que beaucoup de femmes puissent se donner et à cela. Et au niveau de notre parti, nous sommes allés à ces assises des cadres de concertation au niveau de la CENI. On était même au niveau de Monsieur Olenga Koïse, du Sensa. Du Sensa, nous sommes allés là-bas et donc on a vraiment plaidé pour que les femmes soient en grand nombre comme des candidats. Et d'ailleurs, quand nous sommes sur le terrain, nous demandons aux électrices beaucoup plus de voter les femmes cette fois-ci. Parce que s'il y a beaucoup plus de femmes aux hémicycles, ils vont travailler pour leur intérêt. Quand je dis leur intérêt, pour l'intérêt de la femme, parce qu'ils savent comment les femmes sont en train de souffrir, surtout de manque d'eau. Dans le périphérie, là-bas, il y a des femmes qui sont violées la nuit, qui sont tuées parce qu'ils se réveillent à 2h du matin pour aller chercher de l'eau et ils rencontrent des koulouna, des bandits qui font du mal à ces femmes. Donc, s'il y a beaucoup plus de femmes, les femmes vont plaider. Parce que les hommes, quand ils sont là-bas, par moment, ils font la loi, certes. Même la loi sur le genre, ce sont des hommes qui ont voté ça parce qu'ils sont en grand nombre là-bas. Mais les suivis, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Mais si les femmes sont là, aujourd'hui, les chefs de l'État parlaient de la masculinité positive. Donc, voilà. Mais il faudrait que les femmes soient là où on est en train de parler de cette masculinité-là, pour qu'elles-mêmes fassent le suivi. Et ça sera bien compris. Mais alors, à ces partis politiques qui renient même, comment je peux dire, l'autorité des acteurs de la CENI, que dites-vous? Parce que vous soutenez, mais il y en a qui disent que il faut revoir les responsables ou les dirigeants de la CENI pour qu'il y ait en fait la cohésion de tout le monde. Vous savez, nous sommes de l'opposition républicaine. Quand on parle de l'opposition républicaine, ce ne sont pas les gens qui sont là pour rejeter le tout en bloc. Nous sommes au milieu du village. Ce qui est bon, on loue. Ce qui est mauvais, on dénonce. Et non, nous ne voulons pas de ça et ça. C'est pourquoi nous avons, comment la CENI a présenté son calendrier, son cahier de charges pour les élections de 2023. Nous avons applaudi cela parce que c'est dans le temps. C'est 5 ans, parce que les élections de 2018, s'il faut compter 2018 jusqu'en 2023, ça fait 5 ans que la Constitution nous a demandé de réaliser les élections. C'est 5 ans. Ils ont respecté. Mais de l'autre côté, nous ne voulons pas qu'il y ait glissement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges? Et nous vous demandons de vous présenter brièvement, surtout que l'on sait que vous avez eu à vous rattraper pour les études et aujourd'hui, vous êtes chef des travaux à l'ULK. Aujourd'hui, vous faites partie de l'élite de la jeune féminine qui fait la fierté de la RDC. Merci beaucoup, Maman Suzy. Je suis devenue aujourd'hui, je ne sais pas, un modèle où les gens m'invitent à gauche, à droite pour aller témoigner. Donc, je suis aujourd'hui chef des travaux, comme vous l'avez dit. Je suis la première vice-présidente de l'ANADEC, vice-présidente nationale du parti Alliance pour la démocratie et l'émergence du Congo. Je suis coordonnatrice présidente de l'ONG Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Pourquoi je fais tout ça là? Parce que
Je ne voulais pas qu'on puisse dire, voilà, et cette femme, on l'a matée, on l'a. Non, parce que, vous savez, si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous puissiez vous mettre en tête d'abord, que je veux le faire, je peux et j'ai la victoire, j'ai des capacités. Et quand vous avez ça dans la tête, tout va être facile. Si vous dites, est-ce que je peux, est-ce que non, les doutes déjà, ça constitue un blocage. Donc il faut déjà enlever le doute dans votre tête et vous mettre en tête que non, je vais y aller, j'ai les atouts, j'ai le moyen et je vais réussir. Et en cela, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça va vous réussir. Et c'est pour cela, moi aujourd'hui, je suis en train de dire à la femme, il ne faut pas baisser les bras. Vous ne pouvez pas baisser les bras parce que Dieu vous a créé au même titre que l'homme. La tête, le cerveau que nous avons ici, c'est le même cerveau qui se trouve dans la tête d'un homme. Donc, il faut oser. Il faut oser. Et quand vous osez dans le bon et tout va vous réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes doivent se mettre d'accord, doivent toujours suivre des formations, suivre leurs convictions. C'est que ça vient dans leur cœur là, que je veux faire ça, il faut que ça monte, que ça ressorte, que vous le mettez maintenant en pratique et vous allez voir que ça va réussir. Voilà, c'était là le message de Maman Thérèse Kapinga. Nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à vous tous, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite, ou bien, si je peux le dire, on se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Merci.